Poutine pensait qu'il pouvait écraser l'Ukraine et reconstruire son empire. Au lieu de cela, il conduit la Russie droit dans le sol. Son armée se délite, les soldats désertent et son économie est en réanimation. Dans cette vidéo, nous montrons comment Poutine a mal géré la situation. Des troupes sabotant leur mission dans son empire en déclin, nous explorons le chaos qu'il a engendré. Vous ne voulez pas manquer à quel point ce désastre est vraiment profond. Car bien que les histoires sur le moral russe en déclin ne soient pas aux pas nouvelles, ce qui se passe maintenant est à un tout autre niveau. Poutine a créé une guerre broyeuse de chair dans laquelle sa clé du succès est de lancer des milliers de soldats russes inconnus sur les positions ukrainiennes, jusqu'à ce qu'il les submerge finalement. Au mieux, cette approche a connu un succès mitigé avec la Russie prenant lentement du territoire dans le Donbass, la région de l'Ukraine, tout en perdant des milliers de troupes dans le processus. 643 750 d'entre eux, si l'on en croit les chiffres des forces armées de l'Ukraine. Cette approche de broyeur de chair a conduit à un énorme problème de morale depuis au moins 2023. En août, Defense Post a rapporté les propos de Sergueï Goliaïev, ex-lieutenant-colonel de l'armée soviétique, ayant apparemment des liens avec des responsables russes clés déployés en Ukraine. Goliaïev a dressé un tableau d'une guerre brutale dans laquelle les soldats russes sont mal équipés car ils sont laissés dans les tranchées pendant des mois. Ils voient leurs camarades mourir, conscients que leur propre mort suivra probablement de près au service d'un leader qui refuse de les aider. L'armée méprise Poutine, dit Goliaïev en soulignant que beaucoup de soldats russes en première ligne sont forcés d'acheter des gilets pare-balles et d'autres équipements avec leur propre salaire. Goliaïev a continué à souligner que la Russie manque également de réserves. La question de la main-d'œuvre sera bientôt abordée, empêchant de nombreux soldats de prendre congé. En supposant que le congé soit même envisageable, affirme l'ancien colonel soviétique, alors que beaucoup doivent rester dans les tranchées pendant des mois sans accès à aucun véhicule capable de les extraire. Il prétend qu'il y a eu des incidents où on lui a demandé d'acheter des jeeps militaires par des officiels sur les lignes de front parce que les soldats russes n'ont même pas accès à des ambulances militaires pour évacuer les soldats blessés. Tout cela a un réel effet démoralisant, affirme Goliaïev qui dit que la colère qui découle de ce faible moral a conduit les soldats russes à saboter leurs propres opérations. Passons à... Et ces problèmes de morale n'ont fait qu'empirer, conduisant à la désertion de milliers de soldats russes de leur poste. Il y a eu de nombreux cas de ces désertions, l'un des plus récents remontant à juin. En 2024, avec le moral des troupes en première ligne qui s'effondre, la Russie perd jusqu'à 1200 soldats par jour dans les combats dans la région du Donbass en Ukraine. Le nombre croissant de morts entraîne une hausse des désertions. Nous avons aussi constaté des baisses de morale similaires pendant l'invasion ukrainienne de Koursk. Un rapport de septembre 2024 dans The Guardian affirme que des documents saisis montrent que la Russie avait anticipé une incursion à Koursk plusieurs mois avant qu'elle ne se produise. Poutine a-t-il renforcé les défenses de Koursk une fois qu'il a eu cette information? Bien sûr que non. Trop concentrés sur le Donbass, des centaines de soldats russes à Koursk se sont rendus sans combattre. L'Ukraine affirme avoir capturé 594 prisonniers de guerre lors des 3 premières semaines de l'incursion. Poutine suit une stratégie insoutenable dans laquelle il envoie simplement des soldats en Ukraine pour essayer de gagner uniquement par la force du nombre. Mais en faisant cela, il ne parvient pas à équiper correctement ses soldats et il les laisse dans des situations qui entraînent une baisse rapide du moral et des désertions à grande échelle, ce qui est assez loin d'être idéal pour les commandants russes qui essaient d'organiser des opérations. Concentrons-nous sur ce problème d'équipement. Au-delà de l'échec de la Russie à fournir les éléments de base tels que les gilets pare-balles à ses soldats, son armée fait face à un problème bien plus dommageable. Problème en termes d'équipement militaire plus important qu'elle utilise pour mener la guerre. Les chars et l'artillerie, dont la Russie possède plus que l'Ukraine, ont été essentiels à la stratégie et au succès de Poutine. Ou peut-être que cela devrait être avait plutôt que avait. Il n'est pas un secret que la Russie s'appuie sur des chars et de l'artillerie de l'époque soviétique pour maintenir la pression sur les défenses de l'Ukraine. Les chars T-80, constituant la majorité des offensives de chars russes, ont été construits pour la première fois en 1976 avec des améliorations ultérieures. Certains chars utilisés contre l'Ukraine datent de la Seconde Guerre mondiale. Malgré le manque d'équipement moderne de l'armée russe, c'était acceptable car Poutine disposait d'énormes réserves de ces vieux équipements. Cependant, ces réserves s'épuisent rapidement. Dans un article pour Forbes en avril 2024, l'analyste militaire David Axe a fait l'affirmation audacieuse que la Russie n'a qu'une réserve d'armes d'1 an avant qu'elle ne s'épuise et soit forcée de se retirer d'Ukraine. Axe souligne que les tactiques supérieures ukrainiennes ont conduit la Russie à perdre beaucoup plus que l'Ukraine, malgré ses nombreux avantages militaires. Ces pertes comprennent 15 300 chars, véhicules de combat blindés et obusiers, ainsi que d'autres armes, 3 fois plus que les pertes subies par l'Ukraine.
Ces pertes sont temporaires. Même avec la machine de production de guerre de la Russie en marche, le pays ne produit qu'entre 500 et 600 nouveaux chars par an, avec un peu plus d'1 millier de véhicules de combat en même temps. Étant donné que la Russie perd bien plus d'1 millier de chars par an, ainsi que près de 2000 véhicules, la production peine à suivre les pertes. La Russie dépend donc grandement de ses stocks datant de l'ère soviétique. Le problème pour Poutine, c'est que ces stocks sont finis. Il ne peut sortir qu'une quantité limitée de vieux équipements des réserves. Et à partir de juillet 2024, ces stocks pourraient enfin être épuisés. C'est selon Pravda qui dit que la Russie a tenté de masquer ses faibles stocks en se vantant de nouvelles livraisons. Ces vantardises incluent des mentions de la réception de 1530 chars tout au long de 2023 du ministre de la Défense Sergueï Shoïgu. Ce que Shoïgu n'a pas mentionné, c'est que 85% de ces chars étaient d'anciens T-72, T-62 et T-55. Ces chars, malgré quelques améliorations, sont rapidement détruits, laissant peu d'exemplaires utilisables à la Russie. L'artillerie est également un problème, affirme un Pravda. La Russie a beaucoup d'obus, avec 3 millions en stock grâce à ses liens avec la Corée du Nord. Mais avoir 3 millions d'obus signifie peu si l'artillerie qui les tire s'use. C'est précisément ce qui se passe. La Russie utilise déjà d'anciens canons d'artillerie de ses systèmes de l'époque soviétique pour sa nouvelle artillerie. Elle a déjà fait cela 4800 fois, avec seulement 7000 canons restants. Pire encore pour Poutine, ces vieux canons ont déjà subi de l'usure et ont été mal stockés, ce qui signifie qu'ils s'usent plus rapidement qu'un canon tout neuf. Un point critique d'épuisement arrive pour les chars et l'artillerie de la Russie. Forbes et Pravda affirment tous deux que le jalon arrivera à un moment donné au cours de la seconde moitié de 2025. Les déficits imminents rendent la Russie de plus en plus dépendante de l'équipement étranger pour poursuivre sa lutte contre l'Ukraine. C'est selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institut pour l'étude de la guerre qui réitère le point que la Russie a compté sur ses stocks de l'époque soviétique pour maintenir le hachoir à viande que Poutine a créé. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, une mobilisation supplémentaire de l'industrie de défense russe est à venir, mais cela ne suffira pas à remplacer les pertes subies. La Russie dépendra donc de plus en plus de ses alliés étrangers. L'Institut pour l'étude de la guerre note que les livraisons de munitions d'artillerie nord-coréenne à la Russie ont un effet direct et rapide sur la dynamique de la guerre, chaque livraison stimulant de nouvelles attaques contre les positions ukrainiennes. En juin 2024, dit-il, la Corée du Nord a livré 4 800 000 obus d'artillerie à la Russie, démontrant à quel point la capacité de production de la Russie a diminué en raison d'une combinaison de problèmes qui inclut les sanctions occidentales et un manque de main-d'œuvre. La Russie tente aussi d'établir des liens similaires avec l'Iran et la Chine, en faisant d'eux des fournisseurs pour sa machine de guerre. Cela peut paraître bien en surface, mais considérez les implications pour l'armée russe. Le besoin d'acheter des armes à d'autres pays signifie que la Russie est loin d'être la nation qui était autrefois l'un des plus grands fournisseurs d'armes du monde. Les exportations d'armes de la Russie ont chuté depuis le début de la guerre en Ukraine, transformant l'une des activités florissantes du pays et un contributeur majeur à son économie, en un secteur qui peut charitablement être défini comme vacillant. Defense News a clarifié cela en mai 2024. Il note que les ventes d'armes russes à d'autres pays entre 2019 et 2023 ont baissé de 53% par rapport aux ventes réalisées entre 2014 et 2018. Même pendant cette période de 2019 à 2023, l'industrie des armes de la Russie a été durement touchée par les sanctions et un simple manque d'appétit de la part des nations qui ne veulent même pas soutenir l'opération militaire spéciale de Poutine. En 2019, la Russie avait 31 pays clients pour ses armes produites. En 2023, ce nombre était tombé à seulement 12. Et parmi ces 12, les ventes à des pays comme l'Inde, l'Égypte et la Chine ont toutes diminué. L'Inde dépense maintenant 34% de moins en armes russes qu'elle ne le faisait entre 2014 et 2018, l'Égypte dépensant également 54% de moins. Cela se traduit par une armée russe incapable de produire suffisamment pour subvenir à ses propres besoins et de vendre les armes qu'elle crée à d'autres. Les nouvelles armes sont toutes utilisées pour combattre l'Ukraine, prenant une part massive d'une industrie qui était un contributeur significatif au produit intérieur brut ou produit intérieur brut de la Russie avant le début de la guerre. Et cela nous amène à une autre raison pour laquelle l'armée russe est au bord de l'effondrement. Elle fait face à un grave problème de main-d'œuvre. Nous avons mentionné que le faible moral et la désertion ont contribué à l'effondrement. Aucun de ces problèmes ne va disparaître lorsque Poutine compte sur la mobilisation et l'émission de ce que certains en Russie appellent des ordres illégaux pour que les hommes du pays partent en guerre. Poutine a déjà émis un ordre de mobilisation
par lequel il a essentiellement réquisitionné des milliers de Russes pour aller dans une guerre pour laquelle beaucoup n'ont pas d'appétit. Dans la perspective des élections présidentielles russes de 2024, il a fait tout ce qu'il pouvait pour éviter une seconde mobilisation, préférant essayer d'acheter du sang plutôt que de mobiliser, selon l'expert militaire de l'université Tufts, Pavel Loutsin. Dara Masakot, de la Fondation Carnegie pour la paix internationale, approuve cette analyse. Selon elle, le Kremlin préférerait offrir des sommes importantes aux volontaires, recrutés dans les prisons russes, les restaurants ou d'autres lieux de rassemblement, avant de lancer une nouvelle vague de mobilisation. Rappelez-vous que c'est un pays qui perd jusqu'à 1200 soldats par jour et a déjà perdu un total de plus de 640 000 en Ukraine. Et à partir d'août 2024, Poutine a doublé les paiements de contrats aux soldats qu'il essaie d'attirer dans son armée, ce qui signifie que son opération militaire spéciale coûte de plus en plus à l'économie russe chaque mois qui passe. C'est un système insoutenable, avec Poutine qui débourse constamment pour maintenir la guerre en cours, tout en essayant d'éviter une vague de mobilisation qui semble inévitable, simplement parce que l'argent finira par manquer. La Russie ne manque peut-être pas de soldats à envoyer en première ligne, mais elle a épuisé ceux qui veulent vraiment y être. Les soldats se dirigeant vers le front sont mal formés et plus susceptibles à Saoud de déserter que leurs prédécesseurs. La Russie manque tout simplement de main-d'œuvre. Et cela nous amène bien à l'effondrement économique qui s'annonce dans le pays. Une grande partie de cet effondrement va se produire parce que la Russie manque rapidement des travailleurs dont elle a besoin pour maintenir son industrie de guerre en marche et, de manière cruciale, pour remettre le pays sur une base économique solide une fois la guerre terminée. Euronews a souligné cela dans un article d'août 2024 dans lequel il affirmait que toute l'économie russe se trouve dans une position précaire où elle essaie d'équilibrer son besoin de main-d'œuvre avec la puissance militaire que Poutine exige pour alimenter son hachoir à viande. L'article met en évidence l'impact économique direct de la décision de Poutine de fournir des paiements aux proches des soldats morts tout en se concentrant sur l'embauche de soldats contractuels. Rien qu'en paiement, la Russie a dépensé 33 300 millions de dollars entre juin 2023 et juin 2024, un montant que Euronews dit équivalent à 1,5% du produit intérieur brut du pays. De plus, la somme forfaitaire offerte aux soldats contractuels pour rejoindre la guerre dépasse maintenant 17 700 $, sans compter le salaire régulier qui suit, ce qui entraîne une véritable saignée dans l'économie nationale. Mais ce qui inquiète davantage la Russie, c'est l'épuisement de la main-d'œuvre et son impact à long terme sur le pays. Ivan Klissich, chercheur au Centre international pour la défense et la sécurité à Tallinn, souligne que l'armée russe est désormais en concurrence directe avec les autres industries du pays pour attirer des personnes. Cela crée un dilemme pour la Russie. Les intérêts de l'État sont en conflit. Le professeur Mark Kulkep du University College de Londres résume le problème, affirmant que l'armée russe doit rivaliser avec les employeurs russes dans des secteurs stratégiquement importants. Cela crée non seulement une concurrence sur le salaire, mais aussi des dilemmes sur les intérêts de l'État à prioriser, dit-il. L'effet en cascade de ces problèmes de main-d'œuvre est que la Russie court le risque de pénurie dans son économie civile. Ce secteur civil est également contraint d'augmenter les salaires pour paraître plus attractif qu'une carrière militaire, ce qui, étant donné qu'une grande partie de ce secteur est liée à l'État russe, finira par coûter plus cher au pays lui-même. Ces salaires en hausse rapide alimenteront également l'inflation, rendant le coût de la vie en Russie plus élevé qu'il ne l'a jamais été, et forçant potentiellement des hausses de taux d'intérêt qui empêcheront les citoyens ordinaires d'emprunter de l'argent. C'est comme une rangée de dominos prête à s'effondrer. Poutine est bien conscient du problème. Décembre 2023 a apporté avec lui la nouvelle que la Russie manque déjà de 4,8 millions de travailleurs, ce problème ne faisant qu'empirer à mesure que de plus en plus d'hommes sont attirés par l'armée avec des promesses de salaires contractuels s'élever. En juin 2024, Poutine a été contraint de reconnaître ce problème croissant, bien qu'il ait essayé de manipuler les chiffres en prétendant que les pénuries étaient nées le résultat du taux de chômage record de la Russie plutôt que de quoi que ce soit à voir avec sa guerre. Néanmoins, il a dû admettre que le manque de main-d'œuvre limite la croissance économique dans une déclaration sur le site web du Kremlin, bien qu'il ait également proposé une solution au problème, attirant des migrants qualifiés de l'étranger. Cette solution semble impliquer fortement la Corée du Nord, avec laquelle la Russie a signé un pacte de défense coopératif en été 2024. Plusieurs sources, dont Daily NK et The Diplomat, disent que la Corée du Nord envoie de plus en plus de travailleurs en Russie pour aider à sa crise de main-d'œuvre. Ce dernier dit que 150 Nord-Coréens se sont retrouvés transportés dans la région du Donbass en Ukraine en janvier 2024 seulement, avec de plus en plus qui arrivent à Vladivostok chaque mois. Selon Daily NK, le comité central nord-coréen a ordonné au Parti des travailleurs de prioriser le recrutement de travailleurs à envoyer à l'étranger.
Le problème avec cette approche est le même que celui observé avec la Russie, qui dépend de plus en plus de la Corée du Nord pour ses obus d'artillerie et autres équipements militaires. Poutine s'enfonce de plus en plus dans la poche de la Corée du Nord. Le président russe continue de demander des faveurs, ce qui implique qu'il devra les rembourser dans le futur. Poutine semble en être conscient. C'est pourquoi son ministre de la Santé encourage les Russes à avoir plus de relations sexuelles pendant les pauses de travail pour remédier au faible taux de natalité et au manque de main-d'œuvre du pays. Si les pénuries de main-d'œuvre sont le problème, Poutine dit littéralement à son peuple de gonfler les chiffres. Poutine prétend également qu'il a l'intention de soutenir les aspirations des Russes qui ont atteint l'âge de la retraite pour continuer à travailler. Autrement dit, sortez de votre retraite et comblez les vides créés par mon échec militaire. Les pénuries de main-d'œuvre mènent la Russie au bord de l'effondrement économique, malgré une économie en croissance. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 3,2% d'ici fin 2024, soutenue par un secteur industriel militariste développé pour la guerre. Ces chiffres positifs masquent sur le fait qu'une grande partie de l'économie russe dépend de la poursuite de la guerre, avec peu d'efforts pour assurer une croissance ou une stabilité à long terme. En regardant vers l'avenir, l'opération militaire spéciale de Poutine a également créé des problèmes majeurs pour un autre de ses principaux moteurs économiques, son secteur de l'énergie. Selon le Congrès mondial ukrainien, ou Union mondiale des Ukrainiens, environ 90% des importations de pétrole de la Russie passent par la mer Noire et la mer Baltique. Cela pourrait poser un problème pour Poutine, car la Russie ne contrôle pas les sorties de ces deux mers. La mer Noire est principalement contrôlée par la Turquie, qui a déjà empêché la Russie de renforcer sa flotte de la mer Noire suite à la destruction par l'Ukraine d'environ un tiers de cette flotte. Les sorties de transit de la mer Baltique sont supervisées par le Danemark. La Turquie et le Danemark étant membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'économiste Yuri Gorodnichenko affirme que si l'un d'eux décide d'empêcher la Russie d'exporter son pétrole par ces mers, la Russie s'effondrera rapidement. Il a un point. Les ventes combinées de charbon, gaz naturel liquéfié et pétrole de la Russie ont dépassé 1 milliard par jour au premier semestre 2022. Puis, les sanctions occidentales ont frappé, ce qui incluait de nombreux partisans de l'Ukraine refusant d'acheter dans le pays ou ne le faisant qu'à des prix massivement réduits, et ces ventes ont diminué depuis. En août 2024, les ventes quotidiennes de la Russie étaient de 706,91 millions de dollars par jour, ce chiffre représentant également une baisse de 8% par rapport au mois précédent. Perdre 300 millions de dollars par jour va avoir un effet sur n'importe quel pays. Pour la Russie, cela représente un manque à gagner de 109,5 milliards de dollars en vente d'énergie, des fonds qui ne peuvent plus être utilisés pour financer sa guerre ou soutenir son économie en difficulté. Le problème pour Poutine est que les ventes d'énergie financent la machine de guerre russe. Comme le souligne le Centre européen de politique arctique, la Russie va probablement dépenser 6% de son produit intérieur brut pour son armée en 2024 seulement, lorsqu'on combine cela avec les déboursements de l'État pour d'autres articles liés à la guerre, qui comprennent des choses comme la construction dans les territoires que la Russie occupe en Ukraine. La Russie aura dépensé 401 milliards de dollars pour la guerre en Ukraine en 2024. C'est une hausse de 26,2% par rapport aux dépenses de 2023, soulignant l'importance cruciale de la guerre pour l'économie russe. Poutine doit maintenir la guerre pour voir un quelconque retour des sommes massives qu'il injecte dans la fabrication d'armes, et il va également devoir augmenter les impôts et regarder son pays plier sous le poids d'une inflation de 8% et d'un taux d'intérêt de base de 16% pendant qu'il le fait. Ces ventes d'énergie jouent également un grand rôle dans le maintien de la liquidité du Fonds national de richesse de la Russie. C'est un autre problème économique causé par la guerre de Poutine. Le Fonds national de richesse a chuté d'environ 58 milliards de dollars depuis février 2022, ne laissant que 55 milliards de dollars disponibles. Ce fonds, sur lequel Poutine compte de plus en plus pour financer les énormes contrats qu'il distribue aux soldats, s'épuise rapidement. Combinée à une baisse des ventes sur le marché de l'énergie, cette situation mène un pays dépendant du pétrole et du gaz vers une forte récession économique après la guerre. Cette récession pourrait même survenir pendant la guerre. Si cela dure encore 2 ans, les sanctions ne feront que s'intensifier et la Russie épuisera entièrement le Fonds national de bien-être. Le fait simple est que la Russie se rapproche d'une crise économique aussi grave que sa crise militaire. Elle dépense trop pour la guerre, ne gagne pas assez d'argent pour couvrir ses coûts et fait face à une pénurie de main-d'œuvre si grave que Poutine doit officiellement encourager le peuple russe à avoir plus d'enfants. Les immenses défis militaires et économiques suffisent à mettre la Russie au bord de l'effondrement. Mais pour Poutine lui-même, il représente quelque chose de bien plus dangereux, l'érosion constante de sa base de pouvoir à domicile.
Poutine, comme tant de dirigeants russes avant lui, maintient le pouvoir en se positionnant comme l'homme fort de la politique russe. Il est le leader qui peut faire progresser les choses et rendre la Russie plus puissante que jamais. Cette image est cruciale pour Poutine politiquement. Perdre même une petite partie de celle-ci érode les fondements de son pouvoir. Sans l'image d'homme fort, il risque l'effondrement politique. Et en ce moment, Poutine ne ressemble en rien à un homme fort. Son armée s'est avérée être quelque chose d'un tigre de papier avec la Russie, qui est passée d'une des nations les plus redoutées du monde à une qui n'est pas capable de vaincre un pays beaucoup plus petit. Chaque soldat russe qui meurt sur le champ de bataille est un petit coup porté à l'image de Poutine en tant qu'homme fort. Pire encore pour Poutine, plusieurs événements majeurs pendant la guerre ont terni encore plus sa réputation. La marche de 5000 soldats de Wagner vers Moscou était un avertissement. Cette mutinerie de Wagner, bien que brève, a montré que Poutine n'était pas à l'abri des défis. Plus dommageable encore pour lui est l'invasion ukrainienne de Koursk, qui a permis à l'Ukraine de contrôler au moins 92 établissements et 450 miles carrés de territoire dans l'oblast russe. Cette invasion est la plus importante sur le territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale et s'est déroulée sous les yeux de Poutine. Le message que Koursk envoie au peuple russe est clair. Poutine ne peut pas vous protéger. Le fait que l'invasion ait commencé début août et que Poutine n'ait toujours pas fait grand-chose à ce sujet ne fait que renforcer ce message. L'homme fort de la politique russe reste impuissant alors que de plus en plus de son pays est envahi par un ennemi qui aurait dû être trop faible pour l'arrêter. Les faiblesses de Poutine se reflètent au Kremlin une semaine après l'invasion de Koursk. L'Institut pour l'étude de la guerre a souligné les principales faiblesses politiques russes attribuables à Poutine. La Russie, bien que capable de s'adapter avec le temps, ne peut pas pivoter rapidement car Poutine est très aversif au risque. La lenteur de Poutine à s'adapter à l'échec initial en Ukraine et sa mobilisation partielle en septembre 2022 en sont des exemples. À ce moment-là, en ne mobilisant qu'une petite partie de la Russie, Poutine s'est coupé les jambes pour les futurs efforts de mobilisation, comme en témoigne sa hésitation à annoncer une deuxième vague de mobilisation en 2024. Les partenariats de la Russie avec la Corée du Nord et la Chine soulèvent là des inquiétudes à long terme. Il y a un donnant-donnant dans ce type d'arrangement, chaque pays qui soutient la Russie risquant de réclamer plus tard le remboursement des faveurs accordées. La Russie étant déjà affaiblie et susceptible de l'être davantage avec la poursuite de la guerre en Ukraine, il est probable qu'elle devienne redevable à d'autres pays, même en cas de victoire. Les Russes le reconnaîtront. C'est pourquoi ils se retournent lentement, bien que pas publiquement, contre lui et la structure politique qu'il a créée. L'apathie politique règne en maître en Russie en ce moment, avec une politique étrangère affirmant que beaucoup dans le pays s'attendent à ce que la Russie ne reçoive rien de la guerre de Poutine et, peut-être plus important encore, ne semble même pas se soucier de ce fait. Selon un sondage de Chronicles en septembre, 2024 de nombreux Russes souhaitent simplement le retour de leurs soldats au pays. La croyance collective du peuple russe en leur leader est tellement ébréchée que 49% soutiennent maintenant un retrait complet des troupes, suivi de pourparlers de paix avec l'Ukraine. C'est une augmentation de 9% par rapport aux 40% de Russes qui ont dit la même chose en janvier 2024, et cela montre que l'invasion de Koursk a ébranlé la croyance de la Russie en Poutine en tant qu'homme qui peut les protéger. Cette perte de confiance publique peut être plus dommageable pour Poutine que toute autre chose. Il a déjà supervisé une guerre qui a coûté à la Russie des centaines de milliers de vies et épuisé ses stocks militaires. Poutine a permis à la Russie de renforcer sa position de grand fabricant d'armes mondiales, a fortement puisé dans les réserves nationales et a fait perdre des centaines de milliards de dollars par an à l'industrie énergétique du pays. La Russie a une crise de main-d'œuvre si énorme que Poutine met volontairement la Russie sous la coupe d'autres pays pour résoudre son problème de population. Et malgré tout, il a permis la plus grande invasion en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale et a prouvé que lui, ses alliés politiques et l'armée qu'il a longtemps utilisée pour menacer le reste du monde sont beaucoup plus faibles que quiconque ne l'avait jamais anticipé. Les effondrements militaires, économiques et politiques russes arrivent. La question est maintenant de savoir si ces effondrements emporteront Poutine et ses acolytes. Donnez-nous votre avis dans les commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo. Vérifiez maintenant l'effondrement soviétique, l'empire de Poutine s'effondre ou cliquez sur cette autre vidéo.